quel est le succès de l'événement que vous avez aujourd'hui dans la tête après 2 semaines? J'ai un partenariat avec Salesforce. Paf. Alors moi je parle d'un petit succès. Seb, tu nous sors un gros truc. Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde émission, ce second épisode de Inside Startinov, l'émission qui vous raconte les dessous de l'accélération. Petite joke, vous pouvez rire dès à présent. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de la découverte des marchés internationaux et particulièrement la visite de la délégation menée par le SPN au Dublin Tech Summit, vous vous en doutez, à Dublin, les 11 et 12 avril. Alors avec moi aujourd'hui, j'ai Sébastien Mahé, Fabien Audat et Rita Germani. Je vais vous demander de vous présenter succinctement, tous les trois. On commence par Rita. Alors, je suis Rita Germani, assistante chef de projet au SPN. Je suis arrivée ici il y a quelques mois et je suis aussi en master de stratégie d'entreprise à l'Université de Poitiers. Et donc tu as travaillé à la conception de la délégation du Dublin Tech Summit. Entre autres, oui. Entre autres. Fabien. Alors moi je suis depuis 2015 au sein du SPN. Je suis business developer, alors c'est un bien grand mot. Je suis notamment chargé de développer, de trouver et d'identifier des nouveaux marchés pour nos adhérents, pour qu'ils puissent se diversifier, ce qui passe notamment par l'international, et je suis aussi en charge de la French Tech. Et donc forcément Fabien, tu as construit avec Rita la délégation au Dublin Tech Summit. Exactement. Enfin, Sébastien, à ton tour. Donc moi je suis le fondateur d'une startup qui s'appelle Yuto et je suis aussi le coprésident avec Jean-Christophe Gilbert du SPN. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard ou dans une autre émission, également président du board de la French Tech Atlantic Valley. Voilà, tout nouvellement. Puisque le SPN a mené une candidature French Tech Community et que les 4 villes, Poitiers, Angoulême, La Rochelle et Niort, dont tu es issu Sébastien, ont obtenu ce label French Tech Communauté, Atlantic Valley. Exactement. Merci à vous trois d'être présents à mes côtés pour qu'on puisse évoquer cette thématique du Dublin Tech Summit et de l'internationalisation. On sera rejoint tout à l'heure par Hichem Amar de la startup Fragmos qui a été également visiteur au sein du Dublin Tech Summit. L'émission numéro 2 donc, de Inside Startinov aborde une nouvelle brique de l'accélération Startinov. Alors on vous l'avait teasé dans l'émission numéro 1, l'épisode numéro 1 plutôt, les 3 briques de Startinov, c'est bien penser son offre, bien penser sa problématique, le besoin utilisateur. Ensuite, l'étape 2, c'est bien construire son prototype, sa solution, en répondant à des critères d'expérience utilisateur mémorable. Et puis, la brique numéro 3, c'est bien vendre, bien construire son business plan, bien aller chercher ses utilisateurs, bonne stratégie d'acquisition. Et comme dans Startinov, on n'en a jamais assez et on va toujours aller plus loin, on a décidé d'ajouter cette 4e brique de l'export. Alors, en même temps, c'est pas trop une nouveauté pour nous. Fabien, l'international, le SPN, c'est une histoire qui dure depuis longtemps. Ouais, complètement. C'est vrai que l'objectif du SPN, c'est d'aider ces entreprises, qui sont souvent des structures de taille petite ou moyenne, à aller ensemble pour être plus forts sur des nouveaux marchés. Et du coup, depuis 2011 maintenant, le SPN propose des missions à l'international. Alors on a commencé par des délégations collectives au Maroc, puis en Chine. Et finalement, depuis maintenant 2017, on propose 3 grandes destinations qui sont liées à des salons qui sont majeurs dans le domaine du numérique. Le premier d'entre eux que je peux vous citer, c'est le CES Las Vegas. On est depuis 2017 donc présent sur cet événement-là, qui est la grande messe internationale tous les ans début janvier, qui fait un petit peu ce que va être le numérique pendant un an. Donc c'était hyper important pour nos entreprises d'y être présentes. On est également sur un autre grand événement, surtout dans le domaine de l'e-éducation, l'e-tech, qui est le BED Show, qui lui se tient également en janvier à Londres. C'est vraiment la grande messe du numérique éducatif. Et c'est parce que le SPN a une spécialité dans ce domaine-là qu'on y est également présent depuis 3 ans. Et c'était pas planifié, mais tu as pu accueillir des startups de la DSA au BED Show, pardon. Exact, c'est vrai. C'est vraiment l'effet réseau. On a pu discuter avec des entreprises de Bretagne et de Portugal sur le salon qui sont venus visiter le pavillon French Tech, qui était le pavillon dirigé par Business France et que je leur ai fait visiter à cette occasion-là. Donc c'était une première rencontre effectivement très sympa et très fructueuse. Et la 3e grande destination sur laquelle on est aujourd'hui, c'est les pays nordiques. Norvège, Suède, Finlande sont actuellement des places de marché en plein développement, avec une population qui a une très très grosse appétence pour le numérique,
vraiment beaucoup de digital natives dans ces pays-là. Et il y a un événement qui monte en puissance qui s'appelle Slush, qui se passe à Helsinki tous les ans en novembre, au moment où il fait beaucoup nuit et très froid, mais où l'ambiance par contre dans l'événement est très très chaleureuse, et c'est un salon où beaucoup de technologies, de l'image, du jeu vidéo, du numérique sont présentées et appliquées à d'autres secteurs d'activité. Donc comme on a des entreprises très performantes dans ces domaines-là, on emmène des délégations tous les ans sur cette place de marché en devenir. La réalisation me dit qu'il faut que tu arrêtes de regarder la caméra, donc tu vas te tourner vers moi. Voilà. Non, Fabien, plus sérieusement, sur les déplacements internationaux, donc c'est des déplacements collectifs, hein, toujours, Oui. des adhérents du SPN que le SPN accompagne de manière collective. Mais il y a une petite devise, c'est ce qui se passe à Slush reste à Slush. Ce qui se passe au CES reste au CES. Mais on va essayer de déroger à la règle, puisque tu as à côté de toi Sébastien, qui a déjà participé au salon Slush. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler ou rester sur le politiquement correct de Slush? Donc Slush, effectivement, j'y ai participé il y a 2 ans. C'est un très bel événement qui vaut vraiment le coup d'œil pour son côté graphique. Ça ressemble plus à une boîte de nuit qu'à un salon professionnel. C'est difficile à imaginer comme ça, mais je vous invite à aller regarder sur leur site web. On a des aperçus en vidéo et puis en photo de cette ambiance où c'est très sombre. Il y a des lasers partout. Il y a des très grandes scènes où des interlocuteurs d'envergure internationale interviennent, présentent leur business, parlent de leur business. Et c'est sur la zone nordique, c'est vraiment quelque chose à voir. Voilà, c'est exceptionnel. En termes d'ambiance, il y a un truc aussi incroyable, c'est que tu peux aller au sauna en plein salon. Voilà. Donc si tu viens avec ton maillot de bain, voilà, tu as la possibilité d'aller faire une petite demi-heure, une petite heure de sauna directement sur le salon. Il n'y a qu'à Slush que tu peux voir ça. C'est Ça la peut casse-slush, faciliter le on business peut en voir plus. Hein. Qui sait? Après, attention. On sait jamais. Attention, Alors attention. justement, le business. Le marché nordique est très différent par rapport au nôtre. Enfin, nous, on est vraiment des latins. Eux, ils ont une culture qui est quand même plus germanophile, tu vois, en termes de religion, de pratique des affaires. Le coût du travail est très élevé en Norvège, ce qui fait que on a peu de temps. Et il y a aussi une place importante qui est donnée à la vie familiale en Norvège, ce qui fait que en termes de travail, il faut aller vite, il faut être ponctuel, il faut aller donc straight to the point, comme sur les marchés anglo-saxons. Et ils attendent de nous de la fiabilité, c'est-à-dire que ils nous voient vraiment comme des latins, donc on est très reconnus pour notre créativité, beaucoup moins pour la notre French qualitat. fiabilité, notre ponctualité, voilà, la qualité de notre suivi. Et donc il faut démontrer que tu peux faire aussi là-bas. Voilà. C'est un marché très différent. Sur moi, la partie qui m'intéresse le plus, qui est le mobile, puisque c'est un marché avec un très fort PIB, c'est plus de 2 fois celui de la France, un taux d'équipement en voiture électrique et en matériel Apple qui n'a rien à voir avec la France non plus. Okay. 80% de matériel Apple sur les smartphones, ça c'est un game changer pour moi. Un nombre de Tesla incroyable. Jamais j'avais vu 5 ou 6 Tesla garés dans la même rue. Et ben, là-bas, c'est possible. Ouais, là-bas, c'est possible. Ok, donc un marché assez différent de celui dont on va parler dans cette émission, puisque vous l'avez compris et on vous l'avait teasé, cette année, Startinov a ajouté un qualificatif à ce qu'il était déjà. On a ajouté le mot académie. Alors pourquoi le mot académie, vous allez me demander, c'est pas neutre. On a ajouté ce qualificatif parce que on a rejoint l'Atlantic Digital Startup Academy, ou la DSA, et en français, l'Académie Atlantique des startups numériques. Et justement, on a créé avec 10 partenaires, donc on fait partie de ces 10 partenaires qui sont issus des pays du Portugal, de l'Espagne, de l'Irlande du Nord, donc tous situés sur cette façade atlantique, donc un marché différent de celui de la Norvège et de Slush. On a créé cette Académie Atlantique pour, ensemble, nous 10 partenaires, accompagner 90 startups
dans une phase combinée d'accélération et d'internationalisation. Alors, là, on parle de deux sujets. Émission 1, Startinov, on était sur l'accélération. C'est la 3e saison qu'on run au format accélérateur. On parle d'internationalisation avec vous depuis le début de cet épisode. Fabien, pourquoi c'est original, pourquoi c'est intéressant d'associer cette accélération et cette internationalisation ? Dans la vie naturelle d'une start-up, après le start, il y a le up. Et souvent, la partie up, ça signifie s'implanter et se développer sur des nouveaux marchés. Et quand on veut avoir une ambition forte, il vaut mieux l'imaginer au niveau international que domestique. On a plein d'exemples de startups qui ont été accélérées par plein d'incubateurs ou même au sein de Startinov et qui après sont allés sur des événements internationaux. Je pense à Hulot par exemple, qui a fait la saison 2 de Startinov, c'est ça exactement, et qui cette année en janvier était présent au CES Las Vegas. Ils ont fait un salon complètement dingue, ils ont eu un award, plein de mentions dans la presse, etc. Et donc c'est finalement quelque chose d'assez naturel. Pourtant, c'est pas si commun que ça qu'on ait un programme d'accélération qui allie dès le départ les deux. Et c'est pas dans les habitudes françaises, dans les startups françaises en fait. Non, tu as raison, c'est vrai qu'on retrouve ça dans d'autres pays, dans d'autres dispositifs d'accélération. On prend souvent l'exemple, par exemple, de Deezer et de Spotify, où Spotify, par exemple, a beaucoup plus fortement performé à l'international parce que dès le départ, dans leur accélération, dès la construction du projet, ils ont imaginé les choses avec une vision totalement internationale, et pas seulement sur le marché domestique, qui pourtant était déjà un marché important. À l'inverse, Deezer a plutôt pensé marché français. C'est un peu la même chose entre Viadeo et LinkedIn, par exemple. Donc c'est vrai qu'on retrouve un petit peu cette problématique-là. Et l'idée de la DSA, c'est vraiment de casser ce concept français qui veut que d'abord on développe le projet, on le réfléchit, on le mature, on essaie de lever des fonds, et puis ensuite on pense à comment est-ce qu'on va l'internationaliser. Je caricature, mais à peine. Et donc là, l'idée, c'est que dès le départ, non seulement les startups pensent international en termes de marché, mais surtout se prépare et que finalement on accélère, on va international, on accélère, on va international. Le processus, il est complémentaire, il est itératif et c'est pas l'un puis l'autre. Et c'est vraiment ça la grande force de la DSA, puisque en cours d'accompagnement, on va sur des missions internationales, puis on revient participer à des sessions de workshop, etc. Et ensuite on repart à l'international, etc., etc. Ça permet d'être beaucoup plus d'entrée de jeu mature et open-minded pour aller sur des marchés internationaux. Bon, alors c'est là que nous, SPN, on s'éclate et on trouve qu'est le fun, hein, puisque on fait deux choses qu'on adore faire, accompagner des startups lors d'une accélération, accompagner des startups lors d'une découverte des marchés internationaux. Clairement. C'est des choses qu'on sait faire au sein du SPN. Ah voilà, un roulement de tambour, et ce n'est pas un hasard, puisque au sein de la DSA, on est en charge de la construction de cette internationalisation, de cette découverte des marchés internationaux. Qui tourne autour de 3 événements qu'on a construits dans un European Tour. Alors pardon pour l'anglicisme encore une fois, dans un voyage européen de 3 destinations majeures. Donc on a visité le Dublin Tech Summit les 11 et 12 avril. On va en parler. On va aller à la rencontre du Web Summit en novembre 2019. Et puis aussi, on va accueillir des startups à Nantes pendant le Web Today en juin 2020, puisque la France est un marché important qui intéresse les startups de la façade européenne. Donc on va aussi, nous, aller accueillir ces startups portugaises, espagnoles, irlandaises, anglaises, sur notre marché français, à Nantes, mais on va aussi essayer de les faire venir à Cobalt. Alors, on passera aussi, on fera un petit détour par Porto en mai 2019, là, donc le mois prochain. On fera un petit détour par Porto avec un événement qui ressemblera à ce que nous, Startinov, SPN, on a l'habitude d'appeler un démodé. Notre démodé de la saison 2, c'était à la Maïf, 120 personnes, dont 25% d'investisseurs, c'est très bien passé. Mais là, on passe une échelle, encore une fois, on va réaliser un démodé avec une 50aine de startups à Porto pendant un Tech Tour. Alors, le démodé, on en a parlé en saison 1, c'est le moment où les startups pitchent leur projet, leur startup justement, et où elles vont évoquer leurs besoins à l'instant T. Donc pour certaines startups, ça va être de lever des fonds, pour d'autres, ça va être d'aller chercher des nouveaux utilisateurs, pour encore d'autres, ce sera de trouver des partenaires qui vont relayer l'offre. Voilà. Et donc là, à Porto, elles vont pitcher en anglais pour la première fois. Elles vont pitcher en anglais devant des investisseurs et devant l'écosystème, un écosystème international qui sera, j'espère, très attentif à leurs besoins. Ça, c'est en mai. On aura une émission débrief sur Porto,
Mais là, on va se focaliser sur les 3 événements, le Dublin Tech Summit, le Web Summit et le Web Today. Fabien, pourquoi est-ce qu'on a sélectionné ces 3 événements ? Écoute, la sélection s'est avérée finalement assez naturelle. D'une part, on voulait que les salons et les places de marché identifiées soient dans les pays qui font partie de la DSA. C'était hyper important de commencer par une internationalisation, je dirais, intra-ADSA, avant que les startups puissent aller envisager une internationalisation dans d'autres pays cités plus loin. Et dans ces différents pays, on a ciblé finalement les événements les plus intéressants et les plus importants. Alors bien sûr, le premier qu'on peut citer, c'est le Web Summit. C'était, je dirais, l'évidence même. C'est aujourd'hui, avec le CES Las Vegas, un des 2 événements incontournables du domaine du numérique. Imaginez, il y a 60 000 visiteurs en moins de 3 jours sur ce salon-là, qui était auparavant à Dublin, qui est maintenant à Lisbonne. C'est quelque chose d'absolument énorme. Et donc, ça aurait été un petit peu compliqué et dommage de ne pas passer par cet événement-là qui devient complètement incontournable. Et puis après, les 2 autres événements, ils sont d'une taille un peu plus intermédiaire, mais pour autant, ils sont hyper intéressants. Le Dublin Tech Summit, parce que déjà situé dans les pays anglo-saxons, qui, on le sait, Sébastien l'a dit tout à l'heure, ont une culture business très forte, ont une appétence pour le numérique qui est aussi importante que celle des pays nordiques, et du coup, ça aurait été presque incohérent de ne pas aller sur cette partie de la façade atlantique pour aller investiguer ces pays-là. Et on sait que l'écosystème numérique à Dublin, Rita en parlera également tout à l'heure, est extrêmement performant dans ce domaine-là. Donc il y a une place de marché en plein développement sur lequel Business France a un pavillon French Tech depuis 2 ans. Et donc c'était important d'accompagner la croissance de cet événement en amenant des entreprises françaises. Et puis le troisième, c'est le Web Today à Nantes, qui est organisé par nos amis de la cantine et qui est en train de s'imposer en France clairement pour un événement parmi les plus dynamiques de tous, avec vraiment un esprit différent, une façon de faire des affaires différentes, pensée par et pour les startups, avec des conférences de très très haut niveau. Digital Festival. Ouais, c'est ça, c'est finalement plus un festival qu'un salon, c'est exactement ça. La grande différence, et l'idée, c'est pas forcément d'avoir un stand sur ce salon-là, en tout cas c'est loin d'être suffisant. Il faut être présent sur les conférences, sur les événements networking, sur les événements aussi bien officiels que off. Et donc nous, Français, avons la capacité, parce qu'on connaît bien cet événement étant basé près de Nantes, de préparer au mieux les internationaux pour venir sur ce salon-là, et qui voient finalement la France sous un angle un petit peu novateur et différent. C'est la French Touch, quelque part. Alors, la rédaction me signale qu'on a bien entendu mon ordinateur sonner. Donc, c'est un des sponsors de Startinov qui nous appelle. Donc, forcément, on est toujours très attentif quand les sponsors appellent. T'étais obligé. J'étais obligé. Mais merci la rédaction de nous rappeler à l'ordre. Alors voilà, on évite de taper sur la table et tout ça et tout ça. Fabien, tu vas devoir nous quitter parce que tu as un rendez-vous. Mais avant ça, j'ai une dernière question pour toi. Toi, tu as l'expérience donc des événements, tu as été plusieurs fois au CES à Las Vegas. Quel est le conseil que tu donnerais à une start-up qui revient de Dublin, du Dublin Tech Summit, qui a peut-être des étoiles plein les yeux, en tout cas un bel optimisme. Quel est le conseil pour optimiser le résultat de son salon, de la visite ? Yes, c'est une très très bonne question parce que c'est vrai que quand on parle salon, on pense souvent à l'avant, on pense au pendant, et puis parfois on a tendance à négliger un petit peu l'après parce que on est rattrapé par le quotidien, on est parti une semaine du bureau et il y a tout qui nous attend. On a effectivement cet effet étoile dans les yeux où on se dit waouh, on a pris des super contacts. Maintenant, ça va entre guillemets tomber tout seul. Évidemment, c'est l'erreur à éviter à tout prix. Et pour ça, d'ailleurs, on les accompagne. Et on a des partenaires tels que CC International qui nous aident également à faire un suivi des entreprises pour leur rappeler tout le temps, surtout. Vous avez pris des contacts sur place, c'est très bien. Maintenant, il faut que vous relanciez ces contacts-là. Le bilan d'un salon comme ça ne se fait pas une semaine après, ça se fait 1 mois après, 2 mois après, 6 mois après. Et donc, n'hésitez pas à relancer les contacts. Il faut faire ce qu'on appelle le follow-up très très rapidement. Renvoyer une présentation, rappeler ce qui s'est dit dans le cadre du rendez-vous. D'abord par mail, puis tenter par téléphone. Et aller vraiment jusqu'au bout de la relation, exploiter à fond les contacts. Parce que si on se contente finalement de quelques bouts de discussion qu'on a eu sur un salon, très très vite, ils ont vu des centaines d'autres entreprises, il ne faut pas se leurrer. Très vite, ils vont eux-mêmes passer à autre chose et donc il faut être hyper proactif sur cette démarche-là, ne pas attendre d'être recontacté, même si un investisseur potentiel ou un client vous a dit « Waouh, c'est génial, c'est le produit, c'est l'idée du siècle », je vous rappelle très vite, il faut être hyper proactif pour éviter que cet effet waouh retombe et qu'au final, on n'en retire rien de concret. Du tout. Alors, tu nous disais, pas une semaine après, peut-être 1 mois après, mais c'est vrai que quand on parle du CES 2017, du CES 2018, nous, on apprend des résultats, des choses très palpables, même 6 mois après, même 1 an après, des belles histoires. C'est vrai. Il faut reprendre le contact, effectivement, peu de temps après le salon. Donc, entre 1 et 4 semaines, c'est le bon timing, mais il ne faut pas penser non plus que ça va se transformer aussi vite que ça. C'est sûr que c'est des relations commerciales qui s'établissent au long cours.
Généralement, il va même falloir retourner sur place, retourner voir dans le cadre d'un rendez-vous individuel l'entreprise ou le prospect qu'on a rencontré. Et c'est vrai qu'il va falloir bien 6 mois avant d'établir un premier contrat et peut-être 1 an avant que ça se finalise par une commande ou par une retombée de chiffre d'affaires. Donc il faut dès le départ aussi avoir ça en tête. Les retombées vont se faire principalement... C'est long, c'est un investissement. Ouais, complètement. Alors justement Fabien, est-ce que tu peux nous citer une ou deux belles histoires de ce CES juste avant que tu t'en ailles s'il te plaît? Ouais, bien sûr. J'ai un premier exemple qui me vient en tête, c'est l'entreprise d'Omalis qui est basée à Poitiers et qui après un premier CES hyper réussi a décidé d'y retourner pour la 2e année consécutive. Ils ont été retenus sur un programme d'accélération dans le domaine de la silver economy qui leur permet maintenant de s'implanter concrètement aux États-Unis. Je crois même qu'ils vont ouvrir un bureau là-bas prochainement. Oui, il y a des bonnes nouvelles qui ouais, circulent. Voilà, c'est ça exactement. Il y a des contrats en cours, on ne peut pas encore en parler parce que c'est pas encore totalement signé entre les entreprises françaises et américaines de la délégation. Mais parfois aussi, les retombées, elles sont plus locales et franco-françaises qu'on pourrait le penser. C'est ça aussi finalement l'effet French Tech, le fait d'aller à l'international permet de montrer qu'on a une start-up qui veut briller, qui met de l'énergie pour se développer. Et par exemple, on a le cas de ITK qui est basé à Angoulême et qui, en participant à un événement qu'on avait organisé dans la meeting room de la région Nouvelle-Aquitaine au CES, a rencontré Legrand, qui est basé à Limoges, donc finalement à quelques kilomètres d'Angoulême, mais ils ont poursuivi la discussion après le CES, ils se sont vus là-bas et ça a eu un effet waouh positif, ils se sont revus après et je crois qu'il y a un contrat qui a été signé ou qui est en cours de signature entre ITK et Legrand, donc finalement on peut même avoir des retombées françaises voire néo-aquitaines en allant jusqu'à Las Vegas et il ne faut pas croire que c'est un effet entre guillemets secondaire ou pervers, non, c'est vraiment un élément hyper impactant parce que rentrer dans un grand groupe comme Legrand va ouvrir derrière plein de portes et y compris internationales à une entreprise comme ITK. Super. Merci beaucoup Fabien pour cet éclairage sur l'accompagnement à l'international réalisé par l'ESPN et plus particulièrement dans le cadre du CES Las Vegas. On va refaire un focus, tu dois nous quitter. Oui. Merci à toi et on va accueillir Hichem de la startup Fragmos qu'on va aller chercher. Merci Hichem d'être parmi nous. Donc Hichem, tu t'installes et je te donne tout de suite la parole pour que tu puisses te présenter et présenter ta startup. Donc je m'appelle Hichem, je représente la startup Fragmos. Donc on développe une solution de mise en conformité RGPD pour les entreprises. Alors c'est le moment aspirine. Voilà, RGPD, je te coupe, mais vas-y, essaye de nous expliquer. Donc le RGPD, c'est le Règlement Général de Protection des Données, donc qui vise à protéger les données personnelles de chaque utilisateur, de chaque entreprise. Donc nous, l'idée, c'est d'aider et d'accompagner les entreprises en fait, dans ce process-là, notamment en automatisant tous les process qui sont un petit peu lourds dans la gestion des demandes de droits, la gestion et le consentement des utilisateurs ou la mise en place du registre de traitement, pour faire assez simple au niveau du RGPD. Et donc Hichem, on va voir quelles étaient les raisons pour toi, mais tu as aussi fait partie de la délégation de Startinov Academy au Dublin Tech Summit avec Sébastien, deux startups de Startinov Academy parmi les 29 de la DSA. On va vous interroger, mais avant ça, j'aimerais qu'on présente un peu le Dublin Tech Summit, puisque c'était aussi une première pour le SPN, donc c'est une offre, c'est une ingénierie, quelque chose qu'on doit construire. Et c'est Rita, donc qui nous a rejoint au sein du SPN, qui a particulièrement travaillé à mes côtés et à ceux de Fabien pour construire cette offre. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi il fallait qu'on aille au Dublin Tech Summit? Quels étaient les atouts du Dublin Tech Summit? Alors c'est vrai qu'on parle du Dublin Tech Summit depuis tout à l'heure, mais on va le présenter déjà. Qu'est-ce que c'est le Dublin Tech Summit? Donc c'est un salon de tech européen qui se trouve à Dublin, donc en Irlande, et qui rassemble les plus gros de la tech actuelle, notamment les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Et qui a des thématiques variées. Donc ça peut aller de la medtech, c'est-à-dire la technologie de la médecine, la fintech, la finance, l'e-commerce, les médias, la mobilité. C'est très généraliste, donc ça attire ça peut attirer un grand public. D'un autre côté, on peut trouver des startups qui tournent autour de l'intelligence artificielle, l'internet des objets, donc voilà, c'est très large. Comme l'a dit Fabien tout à l'heure, c'est le petit frère du Web Summit parce qu'il a été créé après le déménagement du Web Summit de Dublin à Lisbonne. Et il en est aujourd'hui à sa 3e saison. Cette dernière saison, donc, qui s'est passée le 11 et 12 avril, si je ne me trompe pas, a attiré plus de 10 000 participants.
Et la particularité du DTS, c'est particulièrement... DTS, Dublin Tech Summit, on le précise parce Voilà, qu'on a notre jargon, mais... voilà. C'est plus rapide, c'est un peu... c'est diminutif. Et donc la particularité, c'est les conférences, parce qu'elles ont il y a des conférences de très grande qualité, ils sont notamment partenaires avec la NASA, donc... il y a des astronautes qui sont venus faire des conférences à Dublin. Mais il y a aussi des grands de la tech qu'on commence à voir de plus en plus, comme Slack, comme Skyscanner, comme Salesforce, qui était majoritairement là pour recruter, mais également pour intervenir en conférencier. Et tu me demandais l'importance de la présence de l'ADS à la base, et surtout, en plus de sa présence sur une façade atlantique et dans un des pays de nos partenaires, c'est surtout le fait de commencer par un salon intermédiaire de petite taille qui n'a pas l'ampleur encore du Web Summit. Donc on commence petit avant de débarquer dans un gros salon comme le Web Summit où on peut vite être bouffé quand on commence à lancer... C'est difficile de se démarquer dans un salon où en 3 jours il y a 60 000 visiteurs. Là, on est sur du 10 000 visiteurs sur 2 jours. Non, vraiment, le Dublin Tech Summit, c'est un événement accessible. Oui, c'est ça, tout à fait. Belle ambition, mais accessible. Exactement. Donc, on a réussi, Rita, à amener 29 startups de la DSA. Alors ça, cocorico, hop, on sort les drapeaux, on est super contents. On est très fiers. Voilà, le SPN, responsable des missions internationales, Dublin, Lisbonne, Nantes, on a construit 2 offres dont tu vas nous parler. Mais ces 2 offres, elles ont mobilisé 29 startups des pays qu'on a cités, Espagne, Portugal, Irlande, Royaume-Uni et bien sûr France, puisque les exposants étaient des startups françaises dont tu vas nous parler. Donc voilà, mais quelles étaient ces offres? Comment on a réussi à avoir autant de succès? Alors déjà, on est très fiers de ce chiffre de 29 startups parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a 90 startups sur 3 salons. Donc dès le premier événement, on a réussi à avoir le tiers de ces startups-là. Donc c'est pour ça qu'on est très contents. Et la construction de l'offre, ou des 2 offres plutôt, c'est assez bien fait dans le sens où on s'est mis en contact avec les organisateurs du Dublin Tech Summit très vite, et ils ont été à l'écoute, compréhensifs. On leur a expliqué tout de suite ce que c'était la DSA, quels étaient nos enjeux de partir, qui étaient les partenaires. Et de là, ils nous ont proposé donc une offre visiteur, une offre exposant, qu'on a essayé d'adapter aux startups qui étaient intéressées à venir. Donc l'offre visiteur, c'est une offre classique de passe d'entrée pour les 2 jours au salon. Tandis que l'offre exposant, c'est donc un stand, un pitch de 5 minutes durant le salon, une rencontre personnalisée avec des investisseurs et ou des partenaires dépendants du besoin des startups, ainsi qu'une invitation à l'Innovation Drink qui était une soirée de networking entre investisseurs, startups et grands groupes. Enfin, c'était un peu mélangé. Et on est très contents parce qu'on a réussi à faire des prix spéciaux pour la DSA. On a réussi à négocier avec l'organisation du DTS pour qu'on soit très bien accueillis, et je pense que... Ah oui, parce que on le disait dans l'émission 1, dans l'épisode 1, une startup, on l'a définie en 3 critères, la courbe, l'expérience utilisateur, voilà. Et puis on a ajouté un 4e critère sur proposition des startups qui étaient là, c'est que les startups, elles ont la dalle. C'est-à-dire qu'elles ont besoin d'économiser l'argent et de le garder, ou d'aller en chercher partout où il est disponible. Et donc, négocier pour vous, ça fait partie de nos missions. Voilà, on a une négociation assez sympa avec les organisateurs du Dublin Tech Summit. On a essayé, c'était à peu près moitié prix, donc ça va, c'est pas si mal. Ça reste pas mal, ouais. Sébastien et Hichem, vous étiez tous les 2 sur le Dublin Tech Summit, amené par la délégation du SPN, tous les 2 sur une offre différente, Hichem en tant que visiteur, et puis Sébastien en tant qu'exposant. Sébastien, pourquoi est-ce que tu as choisi d'y aller avec l'étiquette Tuto présence sur un espace dédié à ta startup? Forcément, il y a une question de moyens, puisque moi j'ai levé, j'ai des clients, j'ai mon produit, j'ai mon marché, j'ai déjà des clients, je viens de lever des fonds, et donc
tu regardes un petit peu moins à la dépense, ce qui peut être une erreur, hein, qu'on soit bien d'accord. Il faut quand même faire très attention post-levée. Ouais, mais c'est de l'investissement utile. Oui, en fait, c'est difficile, tu vois, de passer, quand tu es juste visiteur, tu nous raconteras, je pense, l'approche commerciale que tu as eue, mais pour moi, en tant qu'être humain, c'est plus difficile d'aller toquer sur les stands pour créer des contacts ou le réseau. Je trouve ça plus facile d'accueillir les gens et, qui viennent te voir. Donc cette offre-là me correspondait mieux, si tu veux. Vos objectifs étaient différents. Toi, tu avais vraiment un objectif de présentation de Yuto et de commercialisation de Yuto, d'identification de partenaires commerciaux, quoi. Oui, je suis prêt à vendre. Et là, je vends déjà. J'ai une base d'utilisateurs installée et j'y allais comme je fais toujours sur l'international. C'est-à-dire que je fais une première visite, tu as découverte pour un peu sentir par moi-même. J'y vais au début tout seul. Et puis, si c'est intéressant, là, l'année d'après, en fait, je mets plus de moyens. J'envoie une équipe, je prends un stand sur mesure qui est une taille plus importante, etc. Donc, au début, en termes, là, sur le Dublin Tech Summit, si tu veux, j'avais pas d'a priori. J'avais besoin de, voilà, image neutre. Voilà, tu vois, bon, ok, il y a cette opportunité, je peux le faire, c'est sympa, je la saisis, et puis on verra bien. Voilà. Donc tu vas nous raconter. Oui, mais je garde un peu de suspense. Hein. Voilà, tu sais teaser, quoi. Bravo. Tu vas pouvoir continuer dans nos émissions. Toi, Hichem, ton objectif, il était différent. Alors, on replace dans le contexte aussi. Hein, on est Hichem Fragmos. C'est une start-up qui est un peu plus jeune, qui est née ici dans un start-up week-end en 2018, un start-up week-end organisé par le SPN. Vous avez poursuivi l'aventure avec tes partenaires et associés. Aujourd'hui, tu as déposé les statuts de la société, elle est créée. Tu avais un autre objectif en allant au Dublin Tech Summit. Nous, l'objectif, c'était principalement de voir un petit peu ce qui se passe sur le marché, notamment dans le domaine du big data, parce que c'est très lié au domaine du RGPD, forcément. Alors RGPD, on le rappelle, c'est à l'échelle européenne, quoi. Exactement. Donc ça permettait de savoir un petit peu ce qui se passait dans les autres pays que la France, parce que nous, on a travaillé notre produit principalement pour le marché français. Donc l'idée, c'était de voir un petit peu ce qui se passe dans les autres pays, qu'est-ce qu'ils font, où ils vont, comment ils s'adaptent également au RGPD. Ça a été l'occasion de rencontrer un concurrent irlandais. Mais nous, l'objectif principal, c'était vraiment de faire de la veille technologique plutôt au sein du salon et un petit peu de networking pour, pourquoi pas, préparer l'année suivante. Voilà. C'était le petit plus. C'était vraiment sur une mission de veille. Donc tu as pu aussi découvrir peut-être les conférences et les ateliers de Dublin Tech Summit qui sont quand même très riches. Hein. On ne se le cache pas, c'est une grosse force du salon. Mais voilà, le networking, c'était pas l'objectif initial. Non. Ce sera plutôt celui de l'année prochaine. Pourquoi pas, on espère. Alors, même si tu as pu en faire un petit peu, puisque au sein du SPN, Rita, on a décidé d'ajouter une petite touche ADSA au Dublin Tech Summit dans notre délégation. Ouais, on a essayé quand même de se faire rencontrer les 29 startups qui étaient présentes durant l'ETS à Dublin. Et on a organisé une petite soirée un peu détendue, plutôt pour sortir un peu des relations très très business du salon. Et c'est pour ça qu'on a fait un petit networking event entre les partenaires et les startups de la DSA. Et parce que c'était la première fois que les startups se rencontraient, parce qu'on dit les startups de Brest, les startups de Poitiers, Niort, Angoulême, La Rochelle, mais les startups de Cadix, de Coimbra, de Porto, de Galway, on vous accélère chacun dans nos territoires respectifs, mais vous avez encore peu d'échanges. Alors vous allez vous rencontrer à Porto, toutes, mais là les 29 de la délégation, c'était votre première rencontre tous ensemble, et je crois que c'était un moment plutôt positif. En tout cas moi, les retours que j'en ai eus, c'était hyper convivial, même s'il y a eu un peu de business quand même. Hein, Hichem, tu peux nous en parler un petit peu ? Alors moi, ça a été l'occasion de rencontrer notre concurrent irlandais, comme je le disais, qui eux sont déjà un plus gros groupe, qui sont implantés sur le marché à la fois irlandais, sur tout le Royaume-Uni et les États-Unis. Donc ils ont une offre différente, une approche du marché différente également de celle de Fragmos. Donc on a échangé sur les différents produits qu'on proposait, sur notre stratégie, et il s'est avéré que chacun pouvait travailler ensemble.
Donc on va voir où vont amener les discussions, mais ça a été très positif. Alors il s'est avéré que potentiellement vous pourriez travailler ensemble. Bon, ça reste du conditionnel, tu as raison d'être prudent. Exactement. Mais qu'est-ce qui pourrait être imaginé dans vos deux pays respectifs, l'Irlande, la France Est-ce que tu pourrais nous faire saliver un petit peu là? Bah, l'idée, ce serait que Fragnos puisse s'implanter sur le marché irlandais. Allez, carrément, tout de suite. Directement. C'est un petit peu l'approche qu'on a eue, mais pas sur les mêmes cibles. C'est-à-dire qu'eux visent plutôt des grands groupes. Nous, on est plutôt sur le fait de guider les petites entreprises, les petites structures qui n'ont pas les moyens de payer des délégués à la protection des données ou de la prestation de services. Donc c'est vrai qu'eux perdaient des clients par rapport à ça, comme ils n'ont pas d'offres adaptées, principalement niveau coût. Donc ça les intéresserait d'utiliser Fragnos dans ce service-là. Alors ça, c'est super intéressant parce qu'on voit que le premier business dans le cadre d'une mission internationale, c'est le business avec nos partenaires, avec nos amis. Et c'est quelque chose qu'on avait imaginé, mais c'est pas quelque chose qu'on avait orchestré, quoi. C'était pas notre volonté initiale. Et pour autant, nos amis espagnols, nos amis portugais, voilà, ils nous ont dit que c'était quelque chose qui vraiment avait bien fonctionné et qu'ils vont vouloir renouveler sur les autres événements. Toi aussi, Sébastien, j'ai vu que tu avais eu oui, des bons contacts. Je te confirme, avec des startups accompagnées par le programme. Ouais. Un des problèmes auxquels tu fais face quand tu veux aller à l'international, c'est vraiment la question de la localisation. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de traduire ton produit. Un pays, c'est une langue, mais c'est aussi une culture. Et en termes de communication, finalement, en tout cas, moi j'ai choisi l'approche de prendre chaque pays de façon indépendante et je repars d'une feuille blanche à chaque fois pour le site web, la stratégie de communication, etc. Et quand c'est ça ton plan, tu es obligé de trouver des agences de communication aussi locales et tout ce qui va avec. Écosystème local. Ta com, ton référenceur, éventuellement tes campagnes AdWords, ta présence réseaux sociaux, tout ça sera beaucoup plus efficace si le prestataire est implanté dans le pays et parle naturellement la langue. Bien voilà. sûr. Et donc, il y a eu quelques contacts de ce type-là. Il y a eu touche, quoi. Bon, super. Alors, ça, c'est parmi les startups de la DSA. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse revenir sur la mission à Dublin de manière globale, y compris les rencontres avec la DSA, mais y compris et surtout le Dublin Tech Summit. Vous m'avez fait part de quelque chose qui vous a frappé tous les deux quand on était à Dublin. C'était votre premier ressenti. Le premier ressenti que vous m'avez évoqué, c'est « Tiens, c'est facile d'accès ». Seb, tu m'as dit ça dès le début. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et puis, votre ressenti global, quoi. Alors moi, c'était mon premier salon en anglais. Tout en anglais, déjà. Alors, est-ce que c'est compliqué? Déjà, on va prendre 2 minutes sur ce sujet. Non, tu vois. Mais attends, t'es bilingue fluide ou pas? Pas du tout. Ok. Autant se le dire très honnêtement. Et non, même si je le lis très bien, je l'entends bien, t'as ce truc qui est très français où t'as pas l'occasion de le pratiquer oralement, t'as pas l'occasion de le parler. Et donc, comme t'as pas l'occasion de le parler, au début, ça frotte un peu quand ça sort. Et écoute, vraiment, j'ai trouvé personne ne m'a fait aucune remarque et ça s'est hyper bien passé. Et tu vois, du coup, bizarrement, le lundi, j'étais en France et c'est en France qu'on m'a dit « mais ton anglais, il n'est pas assez fluide ». J'arrive d'une semaine à Dublin. Allô? Personne ne m'a rien dit. Tu vois, c'est rigolo. Ouais. Donc, je pense qu'ils sont habitués, tu vois, dans les premiers trucs. En fait, à Dublin, t'as du monde qui vient de partout. En fait, c'est hyper international. Et donc, je pense qu'ils ont cette habitude de voir des Français, des Italiens, tout un tas de pays. Des Américains qui parlent pas bien anglais non plus. Voilà. Et puis de toute façon, ils parlent. Enfin, une des langues principales, c'est le gaélique. Hein, c'est pas l'anglais. Donc, tu vois, il y a ce truc où c'est pas un problème. Et ça, c'était super. Et toi, Hichem, aussi, l'anglais technique, facile, l'anglais quotidien? Plus compliqué, principalement au niveau du RGPD. Puisque j'ai beaucoup travaillé avec des délégués à protection des données français. Ouais. C'est vrai que lorsqu'on aborde les termes en anglais, c'est un peu plus complexe. Mais ça a été l'occasion justement de parfaire un petit peu le site web et de retenir les termes techniques qu'il fallait, quoi. Et dans les échanges? Dans les échanges, c'est exactement le même ressenti
que mon camarade. Ok. Voilà, l'anglais a frotté un petit peu au début, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de jugement en fait. On est vraiment là pour l'échange. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, le fait qu'on ne soit pas jugé, ça facilite l'échange aussi. C'est-à-dire qu'on s'ouvre plus. Et du coup, c'est de cette manière que j'ai pu échanger au maximum avec mes concurrents irlandais. Alors du coup, un anglais peut-être approximatif ou qui accroche, mais qui reste très écouté, en tout cas les personnes avec qui vous avez échangé étaient très accessibles. Vous avez pu faire des rencontres avec des opportunités de personnes que vous auriez peut-être pas croisées sur d'autres salons. Sébastien, c'est ce que tu me disais. Complètement. Voilà. Alors quelles étaient ces rencontres? Moi, la grande découverte, si tu veux, et le truc que je retiens plus que tout là-bas, c'est que tu as le siège des GAFAM, et que du coup, tout de suite, tu as accès à des gens que tu ne vois pas forcément en France. Hormis sur leurs propres événements, je pense à Salesforce par exemple, en France sur le Salesforce World Tour, ben, tu peux les rencontrer, mais faut que tu aies été invité. Quand tu es une startup, t'as pas forcément accès à l'événement. Là en fait, là-bas, j'ai rencontré tous les gros qui viennent spontanément sur ton stand, qui s'intéressent à ce que tu fais. Tu peux vraiment discuter avec, comme c'est les sièges européens, c'est déjà bien. Qui est, pas mondiaux mais européens, tu as vite des interlocuteurs d'assez haut niveau du pouvoir de décision, qui peuvent te faciliter les choses, et effectivement c'est ce qui se confirme. Hichem, même ressenti avec des interlocuteurs bien positionnés pour être des relais pertinents? Tout à fait. Alors moi c'était moins dans l'objectif de rencontrer des gens justement à ce niveau-là. Donc c'est vrai que j'ai passé plus de temps aux conférences. Mais c'est vrai que je pense que par exemple pour l'année prochaine, les interlocuteurs, je vois à peu près qui contacter en cas de besoin. Et c'est vrai que le fait que ce soit plus accessible, j'ai moins peur aussi de les rencontrer. Malgré le statut de Fragmos qui est quand même très très jeune actuellement. Donc non, vraiment très très content par rapport à tout ça. Et c'est que du positif pour le futur. Alors ça c'est le premier ressenti que vous m'avez évoqué sur place. À 2 semaines maintenant de la fin de l'événement, est-ce que vous pouvez me faire une petite success là? Quel est le succès de l'événement que vous avez aujourd'hui dans la tête après 2 semaines? J'ai un partenariat avec Salesforce. Paf. Alors moi je parle d'un petit succès. Seb, tu nous sors un gros truc. Non, alors, attends. Non, c'est pas encore un gros truc. Mais pour comparer, il y a un an j'étais au Salesforce World Tour. Oui. Effectivement, j'ai fait un tour sur moi-même et ça n'a rien apporté. D'accord. Alors que tu vas à Dublin et en une semaine, ça y est, on a signé un premier niveau de partenariat. Voilà. C'est autre chose en termes d'accès au marché. C'est là-bas que ça se passe, clairement. Alors, je me souviens de votre rencontre avec Salesforce, puisque je suis passé sur le stand à ce moment-là. Vous étiez en discussion sérieuse. C'était cordial, ça se passait bien. Oui. Mais je confirme qu'il faut relancer. Voilà. Je pense que je l'ai un poil harcelé sur LinkedIn. Ouais, mais là, ça marche. Ça, c'est à retenir aussi. Tu vois, en France... sur les salons parisiens, tu as facilement les cartes de visite. Oui. Là-bas, non. Les business cards, c'était plutôt rare. Oui. Par contre, tout le monde a LinkedIn. Oui. Finalement, c'est très bien comme fonctionnement parce que dans LinkedIn, tu as un QR code et tu peux scanner le QR code de l'autre. Ouais. Ça te met tout de suite en connexion. Moi, c'est vraiment ce que j'ai utilisé principalement. Et voilà, sur mon marché, il y a 4 gros acteurs: Oracle, Salesforce, Microsoft et puis SAP. À Dublin, j'en ai vu 3 sur 4. Donc, je pense que ça confirme aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'un petit salon, c'est peut-être pas si mal par rapport à un gros salon. Au final, tu as beaucoup plus de visibilité que quand tu es au milieu de 60 000 visiteurs, par exemple. C'est clair. Et du coup, alors, faut travailler ton truc parce que ça disparaît très très vite, ces contacts-là, si t'es pas derrière eux. Donc moi, j'ai relancé en fait les gens du premier jour, je les ai relancés dès le soir ou le lendemain matin. Pareil pour le deuxième jour, sans attendre. Et quand j'avais pas de réponse, parce que ça arrive, j'ai relancé samedi et dimanche.
Donc, Après, le Là, surlendemain, quoi. ouais, le surlendemain. Ouais. Et il y a des gens à qui j'ai envoyé 4-5 messages avant d'avoir un retour, qui après se sont excusés en disant ah bah oui c'est vrai on avait convenu ça, excuse-moi, etc. Mais voilà, ça aboutit sur une opportunité intéressante. On Ok. va dire. Bon, Félicitations. ça reste du teasing, c'est une bonne nouvelle. Oui, C'est il une reste bonne nouvelle. énormément de choses à faire. Ouais. Je suis rentré dans un process à 10 étapes. D'accord. Donc la Ok. première c'est bon et après il reste les autres. Bon, écoute, c'est une super nouvelle. Merci de la partager avec nous aujourd'hui. Ouais. On le découvre. Hein. Merci de la partager avec nous. C'est super. On est déjà très content de ce premier résultat. Hichem, peut-être toi aussi, un succès. On l'espère en tout cas avec le concurrent irlandais principalement. Attends, faut que tu arrêtes de dire concurrent. Alors c'est plus un concurrent, c'est maintenant, c'est potentiellement un partenaire. Partner. Voilà, Mm. on n'en est pas encore là. La première étape n'est pas passée encore. Ouais. Mais on travaille dessus. Il y a un gros intérêt. Un interlocuteur qui est bien placé aussi là-bas. Est-ce que vous avez planifié de vous retrouver à Porto? Alors, plutôt à Dublin pour l'instant. Ah. Porto, on n'en a pas encore parlé, puisqu'on doit préparer une visioconférence sous peu, semaine prochaine ou d'ici 2 semaines, pour évoquer voilà, le futur, comment on peut avancer ensemble et où est-ce qu'on va se rencontrer. Donc voilà, ces choses-là ne sont pas encore planifiées encore, mais... Ce qui est drôle, c'est que, bon, là, moi j'avais une question, c'est sur le moyen terme, quels allaient être les résultats que vous pourriez nous communiquer, mais vous m'avez tout de suite parlé de résultats sympathiques, en tout cas d'envergure pour l'un comme pour l'autre, à vos échelles respectives de maturité de start-up, Salesforce, un concurrent partenaire irlandais. Mais qu'est-ce qu'on pourrait attendre de plus, quoi, en fait à un moment, Sébastien, toi tu me disais, il va y avoir sur l'événement 80% des contacts sympas mais qui serviront à rien. Oui, c'est vrai. 10% des contacts où il pourrait se passer quelque chose de super sympa et 10% des contacts où il va se passer quelque chose de sympa. C'est ça. Et on reste sur cette échelle-là, à moyen terme? Oui, je suis assez convaincu de ça parce que c'est ce que je vis sur d'autres salons. Ouais. Donc ça j'y crois. Après ça va dépendre de ma capacité. Et ça c'est difficile quand tu gères une entreprise, quelle que soit sa taille, d'être partout à la fois et tu vas te faire un travail précis, suivi, parce que c'est ça qu'il faut faire sur les salons. J'ai priorisé. Donc là, j'ai fait l'erreur qu'on fait tous, c'est-à-dire tu prends les 10% où tu es sûr qu'il va se passer un truc, ça tu fais tout de suite. Ouais. Et après, il faut que je m'astreigne à faire les 10% suivants. Tu vois, et ça disparaît à une vitesse incroyable. Un salon, dans un C'était il y a mois, déjà 2 plus semaines. personne te répond. C'est C'est sûr. fini. Donc, il faut aller vite, voilà. Effectivement, tu pondères. Donc après, je pense qu'on fait tout ça. C'est tu regardes un peu quel business tu peux faire avec, et puis t'appelles par ordre de priorité un par un, quoi. Et il y a des choses où quand tu vas, faut pas hésiter à y aller. Moi, je suis allé en découverte pure. Tu vois, est-ce que le marché irlandais, est-ce que je suis prêt? Non, en réalité. C'est-à-dire que là, ça permet de sonder, tu vois, pour de la vente directe, qui était l'autre sujet d'intérêt, peut-être le premier pour lequel j'y allais. Ça te permet de sonder si le marché a une appétence. Est-ce que je suis prêt à faire tout de suite? Pas complètement. Et ça, tu vois, quand je suis allé à Slush, c'était la même idée. Est-ce que j'étais prêt pour le marché nordique? Non. Mais si tu vas pas, tu sais pas. Et tu sais pas tout ce que ça va impliquer pour te préparer, tout ce que tu vas avoir à faire. Donc là, moi j'ai une démarche test and learn. Ouais. C'est-à-dire, Tout l'objectif de Startinov Academy, découverte des marchés internationaux. ouais. Notre objectif, c'est pas de dire à la fin de Startinov, à la fin de l'accélération, les 10 startups qu'on aura accompagnées auront tout un bureau dans tous les pays de l'Union européenne. Non. Vous découvrez les marchés internationaux, vous n'êtes pas prêt. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour être prêt, pour que vous soyez prête dans le laps de temps qui correspond à votre stratégie? Et puis après, on voit. Hichem, sa startup, elle est née en 2018 dans un startup week-end. Oui. Donc, on va pas lui demander de recruter 15 collaborateurs à Dublin. Non. T'as Voilà. pas 500 000 euros à mettre? Et- Non, pas encore. Allez, Hichem, quoi. Donc non, toute échelle gardée, encore une fois, c'est la question, être prêt, comme tu l'évoques, c'est primordial. Ouais. Mais ça n'empêche pas d'être curieux et d'aller voir. Mais je trouve que c'est indispensable. Parce qu'en fait, c'est là que tu mesures. Tu mesures l'intérêt, tu mesures
tout le chemin que tu vas avoir à parcourir. Tu vois, on regardait Dublin. Voilà, quand tu parles un peu avec les gens, on dit plus sur le marché de l'emploi. Tu vois, le marché de l'emploi, il est en tension dans la tech. C'est parce que justement, tous les GAFAM sont là. Donc, va recruter dans la tech là-bas alors que tu es en concurrence avec Google, Facebook, tous, etc. Slack, Skyscanner, qui fournissent des campus avec nourriture gratuite, salle de sport, piscine, etc. Plus des niveaux de revenus importants. Important. Voilà, tu vois, ça tu peux le savoir qu'en allant là-bas. Et donc, rien que pour ça, ça vaut le coup. Alors j'ai une petite question, la dernière sans doute de cette émission, de cet épisode, qui s'adresse à tous les deux, même si j'étais à vos côtés dans ce salon. Est-ce que vous avez envie de partager une petite anecdote, le funny fact de l'épisode de la Dublin Mission du SPN avec les autres startups? Voilà. Hichem? Là, comme ça, j'en ai pas particulièrement, si ce n'est que on avait pensé à un partenariat avec une entreprise qui faisait partie de la DSA aussi. Mais finalement, en découvrant, en observant les conférences qui sont passées, on s'est dit que finalement on pourrait le faire nous-mêmes et que il y avait des technologies qui étaient sorties, qui proposaient nous simplifier la tâche et qui évitaient de passer par un prestataire autre. Alors malheureusement c'est comme ça, mais écoute, mais voilà, c'est des réflexions qui ont été amenées par de la veille technologique au sein du Dublin Tech Summit, donc des choix rapides à faire que tu as évoqué avec tes associés. Tout à fait. Et vous avez des... Alors est-ce qu'on peut appeler ça un pivot? Est-ce que c'est une redéfinition redéfinition de la stratégie? Voilà, peut-être une redéfinition de la stratégie. On a essayé de le garder en interne parce que certaines technologies sont sorties. Je pense notamment à Snowflake, qui a fait une belle conférence au Dublin Tech Summit, qui permet de faire des choses très intéressantes qui sont en concurrence avec d'autres startups. Super, donc un événement aussi riche d'enseignements techniques et qui vont vous aider dans votre développement commercial. Tout à fait. Top. Ouais, moi j'en ai deux qui n'ont rien à voir. Pour la première fois de ma vie, j'ai mangé mongol à Dublin. On a mangé mongol. Avec toi. On a mangé mongol à Dublin. Voilà, barbecue mongol. C'est vrai. Bah oui. Et c'était bon. C'était excellent. On s'est régalé. C'était voilà. Super. Un jour, on prendra le temps de vous raconter ce qu'est un barbecue mongol. Mais ça vaut le coup. Voilà. Et puis, un peu en lien avec ce que tu évoquais tout à l'heure pour ITK, j'ai trouvé mes voisins d'en face à Niort, Intermutuelle Assistance. Eh oui. Et on s'est retrouvés là-bas. Voilà. En fait, ce qui est incroyable, tu vois, c'est sur Twitter, j'ai vu Catherine Lardy tweeter sur une conférence de la NASA au Dublin Tech Summit. Donc la même que Rita a évoquée. Celle que vous évoquiez. Qui était full, elle était complète. Ouais, qui était incroyable visiblement. Et puis finalement on s'est retrouvés. Et ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir de retrouver Catherine. Et on va essayer de l'amener sur d'autres événements ça me paraît une très bonne idée. De la DSA. Mais ouais, comme quoi, Niort, Poitiers, Angoulême, La Rochelle, on est partout. Y compris à Dublin. Exactement. Bon, merci à tous les trois. Merci à Fabien qui était là au début de l'émission et qui a dû nous quitter. Merci pour tout ce que vous avez pu nous apporter. Et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour le 3e épisode de Inside Startinov. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poster en commentaire, on vous y répondra. Ciao, bye bye.